Bonjour à tous à nouveau. Je voudrais avant tout vous présenter d'autres autorités ici présentes. D'abord, Monsieur Sergio Ruiz, c'est le directeur de l'hôpital psychiatrique pénitentiaire de Séville. Il est psychologue et il est aussi professeur de criminologie à l'université de Grenade. À sa gauche, Monsieur Javier Lamas, c'est le psychologue de notre hôpital. Et à sa gauche, M. Antonio Lopez. Antonio Lopez est actuellement le président d'une société professionnelle, la Société espagnole de santé pénitentiaire. C'est une société qui a pour but l'intégration de la santé pénitentiaire dans le système national ou autonomique, c'est-à-dire dans le système général de santé, pour obtenir une indépendance de la santé du système administratif pénitentiaire. Bon, nous allons commencer. Je voudrais tout d'abord vous faire part d'un bref aperçu de la situation de surpopulation de la population carcérale en Espagne. On a presque 75 000 reclus dans toutes les prisons en Espagne, dont plus d'un tiers correspond à une population étrangère. 75 000 reclus, c'est-à-dire que pour une population de 46 millions d'habitants, on parle presque d'un taux de 160 reclus pour 100 000 habitants. Ce sont, je crois, les chiffres les plus hauts, le taux le plus haut, la prévalence la plus haute pour l'Europe occidentale, y compris le Royaume-Uni. Un tiers de cette population est une population étrangère, presque 35%, et disons que cette proportion augmente chaque année et a une relation directe avec les mouvements migratoires d'immigration des populations qui nous parviennent du Maghreb et des pays de l'Europe de l'Est. Plus de 100 établissements pénitentiaires dans toute l'Espagne. Comme vous voyez ici, la Catalogne n'est pas marquée puisqu'elle a sa propre autonomie administrative. Et voici les chiffres pour les personnes, les patients qui sont soumis à des mesures de sécurité privatives de liberté dans le territoire national, 618 personnes. Tout ça sont des chiffres du mois de janvier dernier. Et si on exclut la Catalogne, on parlerait de 566 personnes soumises à des mesures de sécurité privatives de liberté. On a seulement 2 hôpitaux psychiatriques pénitentiaires dans toute l'Espagne, celui de Foncalén qui se trouve à Alicante et qui accueille à peu près à 400 patients, dont 50 femmes, et le nôtre qui a à peu près 200 patients et une population exclusivement masculine. Voici notre hôpital psychiatrique pénitentiaire de Séville. Comme vous avez expliqué, José Manuel, il y a quelques instants, c'est un hôpital ancien et d'un point de vue qui se trouve dans une prison, qui se trouve à l'intérieur de la prison de Séville 1, et c'est un hôpital qui a une structure et parfois aussi un fonctionnement plus carcéral que clinique. Voici quelques photographies qui peuvent vous faire une idée de l'établissement que vous aurez l'occasion de pouvoir visiter dans 1 heure à peu près. C'est un hôpital qui au début était pensé pour 60 patients et plus tard il s'est fait une réforme qui permettait un séjour de 110 patients. Aujourd'hui on a presque 200 patients dans cet hôpital. Voici les travailleurs de l'hôpital, 5 membres de l'équipe de direction, un directeur ici présent, Sergio Ruiz, 4 sous-directeurs, beaucoup de gardiens, 128 gardiens, une juriste, un psychologue clinique, Javier Lamas, ici présent, 9 médecins, un sous-directeur médical et 4 médecins généralistes chargés des premiers soins et seulement 4 médecins psychiatres. 12 infirmiers et à peu près 60 employés sous contrat
qui travaillent sur la réhabilitation, les sorties des patients, la blanchisserie, la cuisine, etc. Voici les quatre manières d'internement qu'on a à notre hôpital. Disons que les patients qui arrivent à notre hôpital arrivent tous voie judiciaire. C'est la seule façon d'arriver à cet hôpital, logiquement. Mais il y a quatre possibilités. La plus fréquente, c'est l'internement quand ce patient est soumis à une mesure de sécurité privative de liberté, qu'on va voir tout à l'heure en quoi consiste cette mesure de sécurité. Une autre façon d'arriver à notre hôpital, ce serait le patient détenu préventif qui viendrait pour une expertise psychiatrique. Normalement, l'expertise psychiatrique est réalisée par les médecins légistes des instituts de médecine légale. Dans certains cas, habituellement les cas les plus difficiles, les juges et les tribunaux préfèrent avoir une seconde expertise que nous réalisons. Ce sont des expertises où l'observation de la conduite est parfois plus importante que l'information que nous apporte le patient dans l'entretien clinique. Une fois que le patient a été expertisé, il retourne à sa prison d'origine. En attendant le jugement. Le jugement en Espagne, quand on parle de délits graves, habituellement a lieu au bout de 12 mois, 18 mois. Plus tard, 12 mois, 18 mois. Une autre façon d'arriver à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle la survenue d'une maladie mentale. C'est la traduction qu'on a donnée, enfermedad mental sobrevenida. Disons que ce serait une situation spéciale où un patient ou une reclus qui se trouve dans une prison conventionnelle pour un délit qui n'a aucune relation avec un trouble psychique, durant son séjour dans la prison, est victime d'un trouble psychique permanent, important, et il n'a pas la capacité de comprendre le motif d'être en prison et le motif de devoir payer une peine de prison. Dans ces cas-là, la loi, à travers l'article 60, contemple la possibilité de changer cette peine par une mesure de sécurité privative de liberté. Et la quatrième possibilité est peu fréquente, elle fait relation surtout à l'ancien code pénal. Je crois qu'on a un patient ou deux avec un internement strictement pénal. Ce qu'on n'a pas, ce sont des patients qui nous parviennent des prisons du système pénitentiaire espagnol. C'est-à-dire que l'indication clinique, c'est-à-dire que par exemple les médecins de Séville 1 qui sont à côté de nous n'ont pas la possibilité de nous envoyer un reclus qui subit ou qui souffre un trouble psychique de forme directe. Ils peuvent l'envoyer uniquement à travers de l'application de l'article 20, après une expertise psychiatrique et après un jugement et un changement de la sentence. Disons que les premiers soins des reclus qui se trouvent dans les prisons conventionnelles, quand je parle de prison conventionnelle, je parle de prison non psychiatrique, est réalisé par les médecins généralistes des prisons. Parfois, un médecin spécialiste du système national ou autonomique de santé réalise une visite une fois par semaine ou une fois chaque 15 jours. Et dans le cas où un reclus ait besoin d'un internement psychiatrique, cet internement ne peut pas être fait dans notre hôpital. Il doit être fait dans un hôpital du système général de santé. C'est comme ça, la loi ne permet pas une autre possibilité. On va voir maintenant les différentes lois qui font référence, par exemple, à celle-ci, l'article 20, est une loi importante qui fait référence au concept de capacité, incapacité, imputabilité, non-imputabilité, qui fait référence à qu'une personne qui, lors de la commission d'un délit, n'est pas capable de connaître l'aspect
illicite de son acte et d'agir en conséquence est absolu et est déclaré non capable, donc non imputable, donc non coupable. Une fois que la personne a été déclarée non coupable, non imputable, non capable, elle peut être soumise ou non à une mesure de sécurité. La mesure de sécurité fait référence surtout à la dangerosité de cet individu. C'est un terme légal, d'un point de vue de la psychiatrie, on préfère parler de risque de perpétration d'un nouveau délit. Non? Et c'est notre travail d'évaluer cette dangerosité lors de son internement. La dangerosité et l'application de cette mesure de sécurité de la part des tribunaux doit être faite au moment du jugement. C'est-à-dire s'il y a un délai de 12-18 mois entre la commission du délit et le jugement, la dangerosité, l'évaluation du risque doit être faite lors du jugement. La loi est assez peu spécifique sur l'application des mesures de sécurité. Elle ne parle pas de temps minimum. Si elle parle de temps maximum, le temps maximum de l'application d'une mesure de sécurité serait le temps qui aurait pu correspondre à cette personne dans le cas où elle n'aurait pas été certifiée incapable. C'est-à-dire que si une personne commet un assassinat et si elle aurait été déclarée capable, elle aurait été soumise à une peine de prison de 20 ans, la mesure de sécurité appliquée dans ce cas sera d'un maximum de 20 ans. C'est un aspect important du point de vue qu'avant de l'application du Code pénal de l'année 1995, il n'existait pas un temps maximum d'application de la mesure de sécurité. La mesure de sécurité était indéfinie. Pour un délit sans importance, une personne pouvait finir ses jours dans une prison psychiatrique la fin de ses jours. L'article 95 fait référence à que les mesures de sécurité ne doivent pas toujours être appliquées uniquement dans le cas où il existe une dangerosité. Elle ne peut être appliquée que dans le cadre de la commission d'un délit, jamais d'une façon préventive et surtout jamais d'un point de vue juridique civil. L'article 101 fait référence uniquement à que la mesure de sécurité privative de liberté doit être réalisée dans un établissement adapté. Elle ne fait référence à aucune administration. Elle ne fait pas référence à l'administration pénitentiaire. Les mesures de sécurité se divisent en deux grands groupes, les privatives de liberté et les non privatives de liberté. Privative de liberté, dans le cas où la personne qui a commis un délit souffre au moment du délit un trouble psychique, elle sera donc internée dans un centre psychiatrique. Si cette personne commet un délit sous les effets d'une drogue, elle sera internée dans un centre de désintoxication des accoutumances. Et si cette personne a un retard mental, elle sera internée dans un centre éducatif spécial. Voici les mesures de sécurité non privatives de liberté plus importantes. Celles qui nous intéressent le plus, c'est celles qui viennent ici en rouge, la 9, 10 et 11. Interdiction de s'approcher de la victime, interdiction de communiquer avec la victime et surtout la plus importante, la possibilité de se soumettre à un traitement externe, qui serait une alternative assez intéressante à l'internement psychiatrique.